va commencer par ces menaces, évidemment, dirigées contre des lycées, à la fois en région parisienne, mais aussi à Saint-Malo. D'abord, la région parisienne, avec des messages extrêmement inquiétants, une vidéo de décapitation à la clé. Ça s'est passé notamment à Sèvres, où le lycée Jean-Pierre Vernant a ouvert ses portes ce matin dans une ambiance très tendue. Explication de Marie-Victoire Dieudonné. Principe de précaution oblige, la police était là ce matin devant le lycée. La veille au soir, une menace d'attentat et une vidéo de décapitation ont été envoyées à une cinquantaine de lycées franciliens, dont celui-ci à Sèvres. Pour la plupart des élèves, la nuit a été difficile. Alors ce matin, la présence policière est particulièrement appréciée. C'est rassurant de voir que la police est là et qui nous entoure pour veiller à notre protection. Ça rassure encore plus et ça nous prouve que les lieux ils sont sûrs un peu. Il y a aussi les équipes de démineurs qui sont venues cette nuit pour chercher les bombes avec des chiens et pour chercher toute trace éventuelle de bombes. Et donc c'est vrai que ça rassure. Dans cette classe de 35 élèves, il n'était que 13 ce matin à l'appel. D'abord hésitants, ils ont été rassurés par les mails de la direction. J'ai hésité parce que, comme on le sait, ça peut être un canular, comme ça ne peut ne pas en être un. Enfin, je pensais aussi que c'était un canular, mais il y avait quand même cette petite part de doute qui pensait que ouais, c'était possible quand même et que... je pensais ne pas aller au lycée même du coup. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est exprimée sur le sujet. Les brigades régionales de sécurité sont sur site pour aider à la levée de doutes et à la sécurisation des sites. Je souhaite que les auteurs soient rapidement identifiés et sévèrement sanctionnés. C'est l'ENT, l'espace numérique de travail, qui a été piraté. La région Île-de-France a annoncé avoir déposé plainte. En attendant, la plateforme a été suspendue. Voilà pour ce qui s'est passé à Sèvres. Louis de Ragnel, le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole il y a quelques instants pour rappeler la fermeté de l'État et surtout dire que ceux qui menacent ces établissements scolaires sont traqués et punis quand ils sont attrapés. Absolument, il a rappelé l'importance aussi des réponses pénales, expliqué qu'un certain nombre d'enquêtes en cours vont donner lieu à des sanctions donc pénales. Et puis il a expliqué le travail de la justice qui enquête systématiquement dès lors qu'il y a un signalement, dès lors qu'il y a un canular et qu'en fait ces canulars ne sont pas drôles. Et puis il a terminé en rappelant que 150 à 200 établissements particulièrement vulnérables faisaient l'objet de l'attention de l'Éducation nationale, notamment pour renforcer la sécurité. Alors est-ce que c'est la cybersécurité ou est-ce que c'est la sécurité physique ? Vous savez quoi ? On va réécouter Gabriel Attal précisément sur la sécurisation de ces établissements ciblés comme dangereux. 500 établissements qui avaient été identifiés, dans lesquels il y a ce qu'on peut appeler des trous dans la raquette. Un très gros travail a été réalisé ces derniers mois en lien avec les collectivités locales. 150 établissements ont d'ores et déjà vu leur sécurité renforcée. Et une réponse à ces trous dans la raquette, il en reste donc 350. La réunion d'aujourd'hui nous a permis de faire un point, évidemment, de mobiliser l'ensemble des services pour que, sur ces 350 établissements qui restent à sécuriser de manière prioritaire, l'action puisse continuer à se dérouler et puisse être engagée dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains mois. François Pupponi, on voit que l'État prend très au sérieux ces menaces, même si elles peuvent émaner peut-être de plaisantins. Le message qui a été envoyé sur ces messageries cryptés est assez inquiétant. Jeudi 21 mars, je ferai exploser l'établissement tout entier. Je décapiterai tous vos corps de couffards pour servir Allah le Tout-Puissant qui règne sur le monde. C'est vraiment, je dirais, les mots employés par l'État islamique. Par Daesh, l'État islamique. Donc on fait peur, on terrorise. Et tous les services de renseignement sont sur les dents parce qu'ils savent très bien que la pression des cyberattaques va monter en puissance jusqu'au JO. Le risque principal pour les JO, il peut y avoir les attentats, bien sûr, mais c'est le cyberattaque. Et on voit bien que la semaine dernière, c'était tous les sites des ministères qui étaient attaqués, qui ont bloqué une partie du fonctionnement de certains ministères. Après, c'était France Travail qui a été attaqué aussi. Là, ce sont des lycées avec imaginez un lycéen ou un étudiant un élève qui reçoit un message comme ça chez lui le soir. Oui, ce matin, ça circulait partout, des captations. Voilà, donc est-ce qu'on va à l'école qui sont anciennes, mais qui sans doute viennent de Syrie. De Syrie, bien sûr. Du moment où Daesh perpétra ses Donc il y a une montée en puissance, on le sent. Oui, j'ai du mal à croire quand même que ce soit des petits plaisantins. Je pense que tout est organisé, structuré. Un petit plaisantin ne prend pas autant de risques. Attendez, pas tous en même temps. Eugénie La question Bastier. que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant les Jeux Olympiques si des gens appellent en disant nous allons faire une attaque terroriste pendant les Jeux à tel ou tel endroit, pendant tel ou tel événement. Il y aura des vérifications. Déjà, ce sera les vacances scolaires, mais bon. Systématiquement, tout est vérifié. Pour les épreuves, tout sera vérifié systématiquement. Donc, il y aura des équipes de police et de gendarmerie qui seront envoyées systématiquement. Puisque non, mais ça, c'est important. Au ministère de l'Intérieur, à aucun moment,
on se dit tiens, c'est un canular, on va pas intervenir. Oui, donc systématique, donc ça mobilise énormément de forces et en plus parfois des forces très spécialisées. Ça désorganise, c'est le but, c'est désorganiser l'appareil de l'État. Alors pas tous en même temps. Dans ce type de dossier, la difficulté qu'on peut aussi trouver, c'est le problème d'extranéité. On peut aussi avoir des personnes qui ne sont pas sur le sol français, qui sont au bout du monde, et pour que la réponse pénale soit adaptée, si on est avec des pays qui ne coopèrent pas, ça va être beaucoup plus difficile. Donc quand Gabriel Attal dit que la réponse pénale sera ferme, il est de bonne foi, c'est évident, mais s'ils sont à l'autre bout du monde, ça va être un peu plus compliqué. Céline Pina. Oui, la question, c'est aussi l'éparpillement des forces. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme je vous disais, ce genre de panique est facile à mettre en place. Elle va vous demander peu de moyens logistiques. Vous n'avez pas besoin d'hommes. En revanche, vous mobilisez tout le monde sur place. Si vous multipliez ça, et à des moments où on a les 80 ans, par exemple, du débarquement, etc., à ce moment-là, vous mettez en place un désordre réel, un sentiment de déstabilisation politique très fort avec une économie de moyens totale. C'est extrêmement efficace. C'est bien pensé. Ou la cérémonie des JO. Le risque est là. C'est la cérémonie des JO, il y a des bombes partout, on évacue tout le monde. Et c'est vraiment le risque aujourd'hui. Et on sent bien que les attaques montent en puissance. Mais il y a aussi autre chose que cet aspect sécuritaire qui est massif, évidemment. C'est l'aspect politique. C'est-à-dire que tous ces faits-là ne cessent de déstabiliser la société française en quelque sorte. Un critère fondamental de la démocratie, c'est la confiance. C'est le fait de vivre dans des sociétés où la confiance entre individus est élevée. Plus ça va et plus les études en sciences politiques montrent que précisément nous vivons désormais dans des sociétés où la confiance entre les individus est de moins en moins élevée. Et donc c'est bien de la démocratie même qu'il en va, parce que bien sûr qu'on peut comprendre l'inquiétude des parents que nous sommes pour beaucoup, qu'on peut tous avoir de l'inquiétude parfois en se rendant dans X ou X lieux de rassemblement, mais il y a aussi cet aspect-là qui est majeur et dont certaines puissances étrangères, rappelons-le quand même, se font un plaisir de les instrumentaliser, et pas seulement la Russie, d'autres le font aussi à travers les réseaux sociaux. On peut le voir avec AJ+, financé par le Qatar. Les Chinois aussi instrumentalisent un certain nombre d'algorithmes. Souvenons-nous-en, parce que malgré tout, il faut résister et tenir bon, parce que la démocratie reste quand même notre bien politique le plus précieux. On est d'accord, Louis Dragnel. Donc la sécurisation de ces 150 à 200 établissements à haut risque va faire l'objet d'une réunion avec les préfets, c'est bien ça ? Absolument. Et avec quoi ? Des décisions de portique à l'entrée La difficulté, c'est que ça coûte quand même très cher, donc il faut mobiliser des ressources. Aujourd'hui, on le sait bien, l'État est quand même très limité, n'a plus du tout de gras dans son budget. Et puis ensuite, je pense qu'il y a une vraie réflexion philosophique à avoir sur la société qu'on souhaite avoir. Est-ce qu'on souhaite avoir des écoles devant lesquelles il y a des policiers systématiquement, avec des vitres blindées, avec des alertes anti-intrusion partout ? Ou est-ce que enfin on se pose la question des racines du mal, des racines du problème ? Et est-ce c'est quoi les racines du problème ? Non, mais ça va être sur l'éducation, s'intéresser vraiment aux causes du mal. Parce que sinon, en fait, si vous élargissez en fait cette solution à tous les champs de la société, en fait, vous mettez un policier derrière chaque habitant. Dès qu'il y a des femmes dans le métro, dans le train, dans les transports en commun, il faut systématiquement une escorte policière. C'est pas ça la solution. Non. Alors un dernier mot là-dessus. Sauf que moi, les commissaires et les préfets à qui j'en parle en off me disent tous les jours on nous sort une priorité. Les lieux de culte, effectivement, les transports, demain les écoles, ils n'ont pas les moyens. Donc ils font des rondes. Ils ne pourront pas faire de statique. Ils ne pourront pas faire du statique. Il n'est pas trop dynamique. C'est un peu dynamique. Ils passent de temps en temps, ils tapent à la porte pour dire on est passé, il faut faire... Et voilà. Donc on a un vrai sujet aussi, à force de multiplier les priorités, on n'est plus capable de les assurer. Alors, je vous propose d'écouter notre envoyé spécial Audrey Berthaud et Florian Paume. Il se trouvait devant le lycée de Sèvres il y a quelques instants où il y avait beaucoup d'inquiétudes du côté des lycéens. Il nous explique cela. Eh bien ici, dans ce lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, c'était une journée très particulière. La moitié des élèves ne sont pas venus en cours ce matin. Et entre 11h et 15h, c'est même les 3/4 qui ne se sont pas rendus en classe. Pourquoi ? Eh bien parce que entre 11h et 15h, eh bien, c'était le moment où l'auteur du mail devait passer à l'acte. Donc voilà, ce mail a vraiment semé la terreur dans ce lycée de Sèvres. Surtout la vidéo qui accompagnait ce mail, puisque c'est une vidéo où l'on voit 2 hommes en train de se faire décapiter, et c'est une vidéo qui a particulièrement
choqué les élèves. Alors on a quand même pu échanger avec certains d'entre eux, notamment Mohamed. Je vous propose de l'écouter. Ses parents n'ont pas voulu qu'il se rende à l'école. J'ai montré ce mail à mes parents et on a eu un peu peur au cas où si ce qui a été écrit dans le mail était véridique. Et du coup j'ai décidé de ne pas venir le matin, mais ma mère a appelé quelques amis à elle. Elle avait envoyé ses fils au lycée. Et elle a dit que pour l'instant tout était sous contrôle et du coup que je pouvais venir tranquillement. Et la nuit dernière, une équipe de démineurs est venue pour s'assurer qu'il n'y avait pas de bombes, pas d'explosifs, pour que les cours puissent tout de même avoir lieu aujourd'hui. Et puis depuis ce matin, il y a également une présence policière autour de l'établissement avec une voiture qui vient s'installer juste devant le lycée à chaque sortie de classe pour s'assurer que tout se passe bien. Merci beaucoup Audrey Berthaud pour ces précisions avec Florian Paume. On va faire une petite pause et je vous précise que Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, sera notre invité à 18h40 sur CNews et sur Europe 1. On va parler dans un instant des refus d'obtempérer. Il y a en ce moment même une marche blanche à la Courneuve en mémoire du jeune qui est mort la semaine dernière. Et puis on parlera aussi des menaces russes et de l'escalade dans les termes entre l'Europe et la Russie. À tout de suite.